Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cet autre numéro de Face au public. L'invité de ce soir est de tous les responsables politiques guinéens, celui qui mérite le plus le surnom d'opposant historique. Dès le départ, il a dit non et il n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que Alpha Condé peut apporter qui soit meilleur à tout ce qui a été jusque-là proposé aux Guinéens? Nous aurons peut-être la chance de le savoir cette fois, puisque nous allons vers des consultations les plus libres de l'histoire de notre pays. Alors, M. Alpha Condé, bonsoir. Bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir sur cet plateau. Les Guinéens en général, de toutes les générations, pensent vous connaître. Chacun prononce votre nom. Mais véritablement, personne ne peut vous étiqueter. Qui êtes-vous, M. Condé? Dites-nous qui est. D'abord, je dois vous remercier. C'est la première fois que je passe à la télévision en Guinée. Dans un débat. Que ce soit un débat ou un autre, à part les campagnes électorales. Vous savez, lorsque j'étais député, un jour, le président Bureau m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, écoute Alpha, je te conseille d'être patient. En Guinée, on t'a mis un masque. Mais un jour, le masque va tomber et le peuple de Guinée verra ton vrai visage. C'est difficile que les Guinéens me connaissent parce que pendant tout le système Conté, le président Conté qui dit son âme, on m'a diabolisé. S'il ne pleut pas, c'est Alpha, s'il y a le soleil, c'est Alpha, etc. Moi, j'ai un combat simple que j'ai commencé lorsque j'étais étudiant, dans le mouvement étudiant. Nous nous sommes battus contre la loi cadre pour l'indépendance politique et pour l'unité africaine et pour le développement économique de notre pays. Donc tout mon combat a été un combat pour la libération de l'Afrique, de la Guinée, mais de toute l'Afrique. Et si vous dites que j'ai refusé tout simplement. D'abord, nous avons soutenu la Première République pour l'indépendance, nous sommes battus pour l'indépendance. Mais après les événements de 60 heures, quand nous avons estimé que l'évolution du régime allait plutôt vers la violation des droits de l'homme, tous les militants de la FIANF, y compris moi qui étais le président, nous nous sommes opposés. Donc, je me suis opposé à un système, pas un homme, ni sur la Première République, ni sur la deuxième, mais à un système. Parce que j'estimais que ce système ne pouvait en aucun cas conduire au développement de la Guinée. Je reconnais que, qu'on ne me connaît pas sectouré, c'est le héros de l'indépendance. C'est la génération sectourée qui a mené l'indépendance de la Guinée, et sectouré est un héros en Guinée comme en Afrique. Mais, par la suite, nous n'avons pas connu ce qui était le destin de la Guinée avant la période coloniale. Vous savez, la Guinée avait été considérée par le colonisateur comme le pays phare qui allait être le moteur du développement en Afrique de l'Ouest et le grenier de l'Union française. C'est-à-dire, lorsque les Français se sont rendus compte qu'ils avaient perdu l'Indochine, ils ont voulu que la Guinée ravitaille toute l'Union française en riz. Ça veut dire que nous avons été non seulement autosuffisants, nous avons nourri l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, mais aussi l'Afrique centrale, pardon, mais aussi les départements d'outre-mer. Donc, si j'ai dit non, bien sûr, en 1993, j'ai gagné les élections. On sait ce qui s'est passé. Le président Conté a proposé que je sois Premier ministre avec la moitié du gouvernement. Mais moi, j'étais convaincu que le pouvoir amènerait là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays sans eau. Le président Conté vous l'a proposé? Bien sûr, il a négocié avec certains leaders de mon parti pour que je devienne Premier ministre et que le RPG, la moitié du gouvernement, vous pouvez leur demander, ils sont là encore. Mais comme j'estimais qu'en aucun cas le système qui était établi ne pouvait amener à autre chose qu'à une situation actuelle, c'est-à-dire une gestion basée sur les crimes économiques, donc j'ai estimé que je n'avais pas ma place et que je devais continuer le combat que j'ai commencé lorsque j'étais étudiant. Mon combat est simple, je veux que la Guinée ait un régime démocratique, que le peuple de Guinée puisse choisir librement ses dirigeants et que la Guinée
rejoint le Conseil des Nations et quel est le destin qui lui était promis, c'est-à-dire le pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Je peux dire que si la génération Sékou Touré a amené la Guinée à l'indépendance en 1958, je veux que la génération Alpha Condé 2010 amène la Guinée à sa deuxième indépendance, c'est-à-dire s'il y a monté le flambeau de l'Afrique de l'Ouest pour la liberté politique, je veux que nous soyons le flambeau pour le développement économique. C'est tout simple. Monsieur le Président, on comprend votre ambition pour la Guinée, puisque vous l'abordez avant même que je pose la question, mais je voudrais qu'on revienne encore sur votre parcours. On veut vous connaître. Qui vous avez été, où vous êtes passé? Bon, je suis né à Bokeh, Je sais quand même que vous étiez sur les barricades de Paris en 68. Mais c'est normal. Est-ce que votre intransigeance, votre combat dépend de cette formation-là avec vos... Il ne faut pas confondre être fidèle à ses principes avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Lorsque vous vous battez pour une cause, tant que cette cause ne triomphe pas, vous continuez à vous battre, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Vous vous battez pour quelle cause à Paris? Moi, non. Nous étions dans la Fédération du Centre d'Afrique en France et nous collaborons avec tous les étudiants progressistes dans le monde, que ce soit les Français, les Asiatiques et les Latino-Américains. Donc il y avait une solidarité. À partir du moment où les étudiants français ont mené leur combat pour la liberté en France, il était nécessaire qu'on soit solidaire. Moi, étant président de la FEM, évidemment, j'étais en vue. C'est pourquoi la plus grande conférence tenue à la Sorbonne a été tenue par moi et j'en suis fier de cette période parce que ça montre que dès cette période-là, les Africains se battaient déjà pour la liberté, non seulement de l'Afrique, mais la liberté de tous les pays du monde. Je précise que vous avez été pendant 12 ans à la tête de cette fédération des étudiants. Non, j'ai été à la tête, pas 12 ans, j'ai été à la période pendant plusieurs années, parce que c'était le mouvement qui s'est battu dès le départ pour l'indépendance, l'économie et l'indépendance politique et économique et pour l'unité africaine. Et si vous voulez, aujourd'hui, lorsque j'ai été arrêté, pourquoi il y a une telle solidarité dans le monde? Pour la première fois, les Africains se sont mobilisés, parce que Mandela, ce sont les Occidentaux qui sont mobilisés, mais pour la première fois, les Africains se sont mobilisés de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord, parce que nous avons mené le même combat pour l'unité africaine et l'indépendance et l'unité africaine. Donc c'était un passé dont je suis très fier, parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'Afrique ne peut pas se développer si nous n'avons pas l'unité. J'ai dit au président Kadhafi qu'il parle d'unité africaine, mais moi j'ai défendu l'unité africaine des années avant lui, et je lui ai montré le symbole de la FENF. Il y avait une jarre percée, on disait que surtout les enfants du royaume venaient de leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Donc nous avons été panafricains avant Nkrumah, avant Kadhafi. Vous n'avez pas su le dire. Vous n'avez pas eu le crachoir pour le dire. Mais c'est pas... Pourquoi? Quand je dis ça avec un chef d'État, je dis ça à un homme libre. Je lui dis ce que je pense. Je ne suis pas devant un supérieur. Je suis devant un chef d'État. Mon passé me permet de discuter d'égal à égal avec le chef d'État. Qu'est-ce qui explique que vous soyez distant avec les autorités politiques de votre pays? Qu'est-ce qui fait que Alpha Condé soit quelque peu, disons, différent des autres hommes politiques guinéens? Nous sommes différents. Nous ne sommes pas, disons, nous ne jouons pas dans la même division. Eux, ils ont géré avec le président Conté et ils sont comptables de tous les crimes économiques qui ont été commis contre le peuple de Guinée. Parce que quand vous prenez les routes en Guinée, c'est des crimes économiques. Dans un pays où il pleut énormément, si vous considérez les routes à 2 couches de goudron, au bout de 2 ans, la route est foutue. Regardez toutes les routes. Guéguédougou, Massanta, Dabola, Kouroussa, ça n'a pas duré 2 ans. Mais ça, les gens qui ont signé ce contrat savaient très bien que ces routes n'allaient pas tenir. Mais pour des raisons que vous connaissez comment ils l'ont fait, moi j'ai refusé cela. Donc, la Première République m'a condamné à mort alors que je combattais le front. Mon livre Allemagne d'Afrique, néo-colonie américaine, est à moitié consacré au front. Mais je travaille aujourd'hui avec les gens qui étaient au PDG. La Deuxième République m'a condamné, non, m'a mis en prison. Mais je travaille aujourd'hui avec des gens qui ont été ministres de Conté. Mon premier meeting de ménage, je l'ai fait à Mafenaya, ensuite à Dubreka. Pourquoi? Le 8 janvier 1993, à Mafenaya, on m'a non seulement empêché de faire le meeting, on a cassé les vitres de mes véhicules, on a brûlé le champ de mon secrétaire général Kaba. Mais j'ai fait mon premier meeting à Mafenaya pour montrer que moi je suis venu pour réconcilier les Guinéens et pour leur montrer que la vengeance ne peut pas faire avancer un pays et que les Guinéens doivent se donner la main. C'est pourquoi Mafenaya était un symbole pour moi. Ensuite, Dubreka, je n'ai jamais été à Dubreka avant politiquement parce que
le pays peut estimer que c'était pas le lieu des opposants. Et comme je ne veux pas de troubles en Guinée, je n'ai pas été. Mais mon deuxième meeting, ça a été à Dubreka, où j'ai été montré à la population que je suis pour l'unité et la réconciliation des Guinéens. Voilà ce qui me différencie des autres. Parce que je ne peux pas gérer lorsque je sais que la gestion va nous amener à la catastrophe. J'ai toujours dit que la Deuxième République a tous les défauts de la Première République sans les avantages. Les défauts, c'est-à-dire la violation des droits de l'homme, les emprisonnements, etc. Mais il n'avait pas les avantages. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sékou Touré, c'était un grand nationaliste qui a fait la fierté de l'Afrique. Et sous Sékou Touré, la Guinée était respectée sur le plan mondial. On connaît le rôle que la Guinée a joué pour la création de l'EUA. La preuve, le premier secrétaire général de l'EUA a été Tete Yango. Par contre, sous la Deuxième République, nous avons perdu toute crédibilité internationale. Sous la Première République, nous étions maîtres de notre situation. On ne voyait pas une domination extérieure tout partout. Donc, nous avons perdu le nationalisme réel qui reposait sur des bases réelles, c'est-à-dire sur une volonté d'indépendance et d'unité africaine. Nous sommes tombés dans un nationalisme étroit qui consiste à dire les Guinéens, les Guinéens, les Guinéens. Et ça repose, quand on veut être indépendant, on commence d'abord par se donner l'indépendance économique et donner le bonheur à son peuple pour se faire respecter. Mais un nationalisme qui vous maintient dans la misère et dans l'isolement, ce n'est pas du nationalisme, c'est de la bêtise. Vous avez des circonstances atténuantes pour Sékou Touré et pas pour Lansana Conté? Je pense que s'il y a une conférence nationale en Guinée, je crains que les gens qui parlent beaucoup ne soient surpris et que le président Sékou Touré soit réhabilité. Pourquoi? Les jeunes ne connaissent pas le contexte de 58. Lorsque nous avons pris l'indépendance, le général de Gaulle a fait un cordon sanitaire autour de la Guinée. Il y a eu des choses qui étaient presque des crimes. Lorsque les scientifiques qui étaient à Pretoria et qui fabriquaient les vaccins pour se venger de la Guinée ont ouvert les cages et laissé sortir tous les serpents les plus venimeux d'Afrique. Demandez aux gens de Pretoria combien de Guinéens sont morts par morceau de serpent. Ensuite, on a mis la Guinée en quarantaine. Et le président Houphouët a eu l'intelligence d'utiliser des Guinéens, le front, pour tenir Sékou Touré dans un esprit d'homme en cage, afin que tous les investissements qui devaient venir en Guinée partent en Côte d'Ivoire. Donc nous pouvons dire que le développement de Côte d'Ivoire s'est fait au détriment de la Guinée. Houphouët l'a choisi volontairement. C'est bien pour lui parce qu'il l'a fait pour son pays, mais c'est même pour nous. Donc, je reconnais que sous la Première République, je dis toujours que si le Sékou Touré n'a pas développé la Guinée, il l'a laissé intact. C'est-à-dire que la Guinée n'a pas été pillée. Mais sous la Deuxième République, vous savez très bien comment nous avons été pillés. Sous la Première République, vous vous battez contre les violations des droits de l'homme. Il y a eu des violations des droits de l'homme. Mais ce que j'ai dit... Il y a eu des Guinéens qui ont péri. Il y a eu de Camboro. Voilà. Mon cher frère, si vous m'avez écouté, j'ai dit que la Deuxième République a tous les aspects négatifs de la Première République, c'est-à-dire les arrestations, les violations des droits de l'homme, les assassinats, etc. J'ai commencé par ça. Donc, la Première République a fait ça. Mais j'ai dit qu'il n'a pas le côté positif de la Première République, qui est le respect qu'on avait pour la Guinée sur le plan international et la considération qu'on avait pour nous, et le fait qu'on n'a pas été pillé comme aujourd'hui. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'accord, vous écoute. Le Camboro est connu du monde entier, etc. Mais un jour, on fera réconciliation et vérité comme l'Afrique du Sud. Et ce jour-là, parce que beaucoup de Guinéens ont souffert sur la Première République. Ils ont perdu des êtres chers. C'est la même chose que la Deuxième République. Donc il y a beaucoup de haine en Guinée. Si nous voulons que les Guinéens se réconcilient, il faut une conférence nationale de vérité et réconciliation, afin que ceux qui ont fait du mal demandent pardon, et ceux qui ont subi, ils ne peuvent pas oublier, mais ils peuvent pardonner. Et à ce moment, on aura la réconciliation nationale. C'est la seule façon de pouvoir développer la Guinée. Il faut que les Guinéens se donnent la main et qu'il y ait une réconciliation nationale, ce qui nous donnera de nouveau la fierté nationale au niveau de l'Afrique et du monde. Je connais pourquoi il ne faut que vous à la tête du pays. Votre combat, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez rien d'accepté d'autre que le sommet de l'État. Pourquoi il faut vous? Qu'est-ce que vous pourrez changer? Qu'est-ce que vous comptez apporter? Quelle est votre vision de la guerre? Vous me surprenez. Moi, je suis comme un chef de guerre qui mène un combat. Un chef de guerre, est-ce qu'il peut abandonner ses troupes en plein champ de bataille? En ce moment, il devient traître. Donc, je mène ma bataille jusqu'à ce que les troupes arrivent à la victoire.
quand on arrivera à la victoire, on verra maintenant quels sont les généraux parmi les jeunes qui peuvent continuer ce combat. Ouais, mais abandonner le combat en plein champ de bataille, c'est trahir. Oui, mais quand le maréchal est un peu âgé, il peut céder le fauteuil à un plus jeune général. Vous savez, vous avez une notion très primaire. Il ne s'agit pas de savoir si on est jeune ou vieux, il s'agit de savoir si on a la capacité physique ou pas. Mais les généraux qui ont gagné les guerres, le maréchal de juin, le gouvernement anglais a été incapable de faire face à l'Allemagne. On a été chercher qui? Churchill qui était à la retraite et qui avait près de 80 ans. Et c'est Churchill qui a amené l'Angleterre à la victoire. Bon. Qui a amené l'Afrique du Sud à la victoire? C'est pas Mandela. D'accord, vous allez citer beaucoup de noms. En attendant, qu'est-ce que vous comptez apporter à la Guinée? Comment vous comptez le faire? J'ai toujours dit aux Guinéens ce que je compte leur apporter. J'ai dit aux Guinéens, Dieu nous a donné 2 jambes, nous devons marcher sur nos 2 jambes. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'agriculture, nous avons des paysans qui maîtrisent parfaitement les techniques culturelles, mais n'ont pas le niveau intellectuel pour maîtriser les moyens modernes de production. Si nous leur donnons les charrues, les bœufs, de labour, les engrais, les insecticides, ils pourront faire une production élargie. Ça, c'est un pied. De l'autre côté, nous avons formé beaucoup d'ingénieurs agronomes qui soit ils sont en chômage, soit ils traînent dans les bureaux à ne rien faire. Nous, nous pouvons leur permettre de créer des entreprises agricoles modernes qui peuvent utiliser tous les moyens modernes. C'est pourquoi j'ai dit qu'en 3 ans, j'ai pris l'engagement au niveau des Guinéens qu'on fait un pacte, qu'au bout de 3 ans, la Guinée sera non seulement autosuffisante en riz, mais nous vendrons le reste au Mali et au Sénégal. Pourquoi? La basse Guinée seule peut nourrir toute la Guinée, la haute Guinée seule peut nourrir toute la Guinée, et la forêt seule peut nourrir toute la Guinée. Les Blancs disent qu'il y a 3 grands producteurs de riz dans le monde. Le Tonkin, c'est-à-dire l'Indochine, les Bagas et les Kissiens. Mais les Bagas et les Kissiens sont en Guinée. Mon deuxième principe, nous produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Nous avons des artisans, c'est-à-dire le secteur informel politique, qui sont capables. Nous avons des coordonnées à Dalaba et autres qui savent porter ça, ils peuvent fabriquer ça, ils peuvent fabriquer ça. Ils ont la technique, mais ils produisent peu. Si nous leur donnons le moyen de faire une production élargie, nous n'aurons plus besoin d'importer des chaussures. À condition que M. Yamoussa, qui est très élégant, accepte de porter des chaussures fabriquées par nos coloniers et non pas les chaussures italiennes. À ce moment-là, nos coordonnées vont se décourager. Ah ben, je ferai attention à ce que le président porte. Oui. Vous avez écrit La Guinée, la Mali de l'Afrique, et lorsqu'il m'a invité dans cette émission, je me suis référé à un ouvrage de quelqu'un que vous connaissez certainement en France, c'est le professeur Maliki. C'est le professeur Maliki Souma qui a écrit cet ouvrage, qui raconte quelques entretiens quand l'historien a eu avec le président Conté. Je ne vais pas revenir sur ce qui est discours. Justement, le président Conté dit dans cet ouvrage que vous avez instrumentalisé ce qu'il avait dit à l'époque en 85 au Fatara pour avoir la même mise sur la communauté malinké, que plus tard, vous-même, en fait, c'est le président Conté qui parle, que vous avez dit que tout malinké qui partira avec lui est un bâtard. Aujourd'hui, vous avez un autre discours de rassemblement qui dit « Ensemble, construisons la Guinée ». Si vous êtes élu, quelles seront les stratégies que vous allez mettre en place pour réconcilier les Guinéens en tenant compte de ce discours? Seconde question, c'est le président Conté lui-même qui parle. Il dit qu'il faut qu'il sorte de ce tétau des malinqués et qu'il a des militants. Quand il parle devant eux, ils tremblent tous. C'est le président Conté qui parle dans cet ouvrage. Est-ce que cela voudrait dire que ce sont des relents d'une sorte d'autoritarisme et d'intransigeance? Ça, c'est ma deuxième question. Nous sommes en Guinée et dans ce pays, il y a l'extrême banalisation de l'intellectuel. Si vous êtes élu, quelle est la place que vous accorderez à la culture savante? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher ami, de votre question. D'abord, je vous ferai remarquer que De Gaulle a conduit la guerre contre l'Allemagne, il a considéré que l'Allemagne était l'ennemi. Après, il a fait la réconciliation avec l'Allemagne et construit l'Union européenne. Donc, il faut situer chaque phénomène à son moment historique précis. Vérité en delà des Pyrénées n'est pas vérité en deçà. Premièrement,
mon parti n'est pas un parti malinqué. Mon parti est le fils de la forêt. Mon parti est né en forêt. C'est des jeunes Konons, des jeunes Konians et des jeunes Guerzés qui venaient à Abidjan acheter des matelas, enlever les mousses, mettre des tracts dedans, attacher, acheter les paquets d'homo, enlever les homo, mettre des tracts au milieu et faire rentrer. Le président Dadis vous a dit ici qu'il a distribué mes tracts. À ma connaissance, le président Dadis n'est pas malinqué. Donc, tous les gens qui au départ ont mené la lutte clandestine du RPG n'étaient pas malinqués. C'est pourquoi j'ai dit que le RPG est le fils de la forêt. Mais puisque vous êtes journaliste, après le haut Fatara de Comté, nous avons sorti une brochure pour que l'espoir ne meure. La brochure existe encore. Nous avons dit que lorsqu'on est chef de l'État, on est le père de toute la nation. Que le président Tonté a eu tort de dire au Fatara, mais que tout l'espoir n'est pas encore perdu, qu'il peut se rattraper. C'est écrit noir sur blanc. Historiquement, c'était en 85. Pour que l'espoir ne meure. Instrumentaliser, ceux qui instrumentalisent, c'est ceux qui n'ont pas de programme. En fait, c'est Comté qui a fait que toute la Haute-Guinée a basculé dans le RPG. Pourquoi? Vous savez très bien quelles étaient les conditions des Malinqués à Conakry. C'est quand même pas moi qui ai dit que nous allons finir l'INCO. Si nous en avons besoin, nous allons chercher la source au Mali. Je crois que ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque un peuple comme le peuple juif se sent brimé, opprimé, et que un membre de cette communauté se lève, il apparaît comme un messie. Moi, je me suis opposé au régime militaire. D'abord, ça surprit les gens. Comment un civil peut oser s'opposer au régime militaire? Ensuite, j'ai dit que je viens pour me battre pour la démocratie. Le président a demandé à l'ambassade de ne pas me donner mon visa. Ils ont dit qu'ils vont brûler l'avion qui va m'amener. Mais moi, c'est un homme de parole. J'ai dit que je venais à 10h30, j'irai prier à la grande mosquée et je ferai un meeting le dimanche. Donc, c'est ça qui a fait que les Malinqués ont vu. Ah, donc, il y a un cas de Malinqué qui ose affronter ce régime. Et si vous demandez, moi, je suis le Malinqué qui parle le moins bien Malinqué. Je suis plus de culture sociale que Malinqué. Je suis né à Bokeh, j'ai grandi à Conakry, j'ai jamais grandi en Guinée. Les femmes se moquent de moi quand je parle Malinqué. Tian Traoré essaie de me rectifier tout le temps en disant c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça, etc. Bon. Mais pourquoi ces gens ont leurs enfants qui ont créé des partis? Pourquoi leurs enfants, ils me soutiennent? Un jour, Salan Daraba a posé la question à un Malinqué, toi-même tu te bats pour Alpha, tu ne seras même pas planton. Il a dit, ah, il m'a fait un fin Alpha Braba en Sala, Andatre Borolo Kono, Abrana Kanda Bobolo Kono. C'est-à-dire, il a dit, toi tu ne comprends rien. Alpha a fini de nous payer. Hier, on avait notre bouche dans le sac, on ne pouvait pas parler. Aujourd'hui, on parle librement. Et moi, j'étais président de la FEANF, c'est-à-dire président de l'ensemble des étudiants africains en France. Je suis un panafricaniste. Je me bats pour l'unité africaine. Comment pouvez-vous concevoir que je puisse avoir un parti qui oppose une ethnie? C'est un non-sens. Comment comprendre, Monsieur le Président, que l'écho de votre appel n'agisse que dans une communauté? Mais dans une seule communauté. Qui est le parti le plus puissant en forêt? Et ce n'est pas le RPG. Je prends le Fouta. C'est-à-dire m'a toujours battu dans le Grand Labé. J'ai toujours battu dans le Grand Labé. Ça ne vous dérange pas, Monsieur le Président, d'être à la tête d'un parti communautariste? Non. Mon parti, je suis en train de vous dire, je prends le Fouta. C'est là que je l'ai Labé. Je suis toujours venu avant l'UNR dans le Grand Labé, pour Tambama des Peuls. Je suis toujours venu avant Sidadio à Mamou, dans la BAC, pour aller prendre des résultats. Mais aux élections municipales, je crois que le ministre Kirdi est là, j'ai battu Ariana Fode Souma à Frigiagbé. Frigiagbé, ce n'est pas à Sigiri. Je pense qu'un journaliste doit être un journaliste d'investigation. C'est-à-dire, il doit aller chercher la réalité concrètement sur le terrain et informer. Un journaliste ne doit pas être l'écho de ce qu'on raconte dans le pays. Si les journalistes font l'investigation préfecture par préfecture, ils verront que dans toute la Guinée, toutes les semaines du nord au sud, de l'est à l'ouest, les militants de l'RPG se réunissent à leur siège pour faire des meetings. Le RPG est le parti qui a des structures dans le moins des petits villages de Guinée. Mais comme en Guinée, on ne s'intéresse pas à la réalité, c'est-à-dire on ne fait pas d'enquête d'investigation, bon, on reste à la surface des choses. Moi, je suis convaincu que le peuple de Guinée se déterminera en fonction de sa volonté de changement. Ceux qui pensent que le vote va être ethnique en Guinée seront très surpris. Je le dis tous les jours. Parce que les jeunes et les femmes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que la Guinée ait l'eau, ait l'électricité, ait les routes et le chemin de fer. Et ça, qui peut leur apporter ça?
Qui peut incarner le changement aujourd'hui en Guinée? Tous les autres ont géré et nous sommes à terre. Moi, j'ai toujours dit que tant qu'ils géreront comme ça, on sera à terre. Voilà comment il faut gérer. Donc, ils verront quand je vais gérer. Parce que tout ce qui se passe en Guinée, je l'ai dit. J'ai dit, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Je ne suis pas prophète, mais je suis un intellectuel. C'est-à-dire que je suis capable d'analyser et de prévoir. Maintenant, notre frère me demande la place des intellectuels. Mais vous savez... Monsieur le Président, avant de continuer, je ne vais pas insister. Je vais faire cette remarque qu'il y a quelques jours, dans cette salle, on ne parlait presque que Poulard. Aujourd'hui, on ne parle que Maninka. Et, moi, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas Maninka. Je suis désolé, on parle en majorité Maninka. Mon problème, c'est que vous travaillez à être à la tête du pays. Est-ce que cette situation ne vous fait pas peur? Comment vous réussirez, comment vous comptez réussir demain à calmer... Enfin, vous êtes extraordinaire. Quand Reagan se présente aux élections, on trouve normal que tout le Texas se mobilise derrière Reagan. Quand Clinton se présente, on trouve normal que tout l'Arkansas se mobilise derrière Clinton. Quand Pompidou est candidat, on trouve normal que tout... Mais enfin, quelqu'un qui ne peut pas être, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, quelqu'un qui ne peut pas mettre dans son village, comme il peut présenter la Guinée, quand il n'est même pas capable d'être conseiller municipal ou maire dans son village. Mais soyons concrets. Soyons concrets. C'est-à-dire, l'Afrique n'est pas différente. Je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, il y a les Belges et les Flamands. Pourquoi vous ne dites pas que c'est l'ethnocentrisme? On sait que les Belges... Non, on ne dit pas. On le dit, non, si, monsieur le Président, on le dit. C'est-à-dire, moi, je... On le dit. Vous savez... On vous soupçonne aussi de... La deuxième question, c'est sur votre autorité. On dit que vous êtes autoritaire. J'ai dit il ne faut pas confondre la fidélité à des principes. Moi, j'ai dit que pour développer un pays, il faut 4 choses. Il faut l'imagination qui vous permet d'imaginer toutes les solutions possibles. Il faut la volonté qui vous amène à appliquer, la rigueur et l'intégrité. Vous confondez rigueur et autorité. C'est-à-dire, beaucoup de gens ici ils n'aiment pas la rigueur, ils aiment la pagaille. Mais aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas de la rigueur. Ici, on ne respecte pas la loi. Vous venez, il y a des gens qui circulent, vous venez vous garer au milieu de la rue, vous vous mettez à bavarder, vous bloquez tout le monde. Vous trouvez ça normal? Vous pouvez faire ça en France, en Angleterre. Donc, il faut que les Guinéens apprennent qu'on ne peut pas développer ce pays si on n'a pas de rigueur. Mais ceux qui sont habitués à faire la pagaille, à ne pas payer de douane, à faire la pagaille, ayant un peu de rigueur, ils disent qu'il est autoritaire. Mais moi, mon parti, si vous venez l'histoire de mon parti, mon bureau politique a pris beaucoup de décisions contre mon avis. Je suis démocrate, je pense que j'ai dit vous avez tort. Mais la vérité va venir. Je vous dis ce que le bureau a dit. C'est-à-dire on m'a mis un masque en Guinée. Il est autoritaire, il est communiste, il est socialiste, il est ceci, il est cela. Ça ne me fait ni cher. La preuve. Est-ce que vous m'avez vu répondre à un journaliste un jour? Tout ce qu'on a écrit, est-ce que j'ai même demandé le droit de réponse? Est-ce que vous m'avez vu répondre à un homme politique? Jamais. Parce que moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas cacher le soleil avec ses mains. Qu'un jour, le peuple de Guinée verra le véritable visage de Alpha Condé, parce que mes adversaires ont dit, parce que vous avez la maîtrise de la radio, de la télévision. C'est la première fois que je me retrouve face à vous, ou face à un journaliste. Par contre, les autres étaient tout le temps là, le gouvernement a dit tout sur moi. Alors c'est là où vous devez vous poser des questions. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas coupable quelque part? Est-ce que vous aussi, vous acceptiez les invitations? Est-ce que vous m'avez déjà invité? On vous a souvent invité. Non, vous m'avez déjà invité? Personnellement, non. Mais, enfin, je défie quelqu'un à la radio, tous les journalistes, je les défie. Si quelqu'un prouve qu'il m'a invité, je lui donne 1 milliard tout de suite. Mais pourquoi vous avoir étiqueté comme ça? Pourquoi tout le monde vous évite? Mais parce que pour le régime guinéen, j'étais le seul opposant. Tous les autres composaient. Ils étaient opposants par le jour et composaient la nuit. Mais ils sont là, ceux qui ont travaillé avec Conté. Ils savent qui est qui. Il y a des gens qui étaient au protocole, ils savent qui venait là-bas. Moi, j'ai dit, tant que le président Conté est au pouvoir, il n'y aura pas un ministre RPG. Et nous nous battons pour le changement. C'est clair. Donc c'est normal. Conté a dit à quelqu'un, oui, Alpha est bien, mais le problème c'est qu'il veut mon fauteuil. Mais c'est normal. Hein? Et c'est pourquoi on ne s'entend pas, c'est normal. J'ai dit à Dureka que le grand frère et le petit frère, vous avez fait ce que vous avez pu pour le pousser. Maintenant qu'il est parti, vous allez occuper le fauteuil vide. Ah bon? Donc je suis le bon Dieu et c'est moi qui l'ai fait mourir? Non, non, il est parti. Il est parti de maladie. Avec de maladie. Je ne crois pas qu'il ait été renversé par un moment peu près d'Alpha Condé. Donc je réponds à votre question. Vous savez, moi j'ai dit que les intellectuels ont un rôle important à jouer.
parce qu'ils ont eu l'avantage d'avoir accès au savoir. J'ai dit que la politique, il y a deux choses. Le premier aspect de la politique, on n'a pas besoin d'aller à l'école, c'est connaître les populations. Qu'est-ce qu'elles veulent? Quelles sont leurs préoccupations? Quels sont leurs espoirs? Et je disais aux militants de l'RPG, Kadia Makoto, la présidente, était plus politique que moi parce qu'elle a milité, elle connaît mieux les Guinéens que moi. Donc ça ne s'apprend pas à l'école. Le deuxième aspect, comment développer son pays? Où vous l'apprenez à l'école, où vous avez l'expérience des autres pays. Moi, j'ai dit au cadre guinéen, il faut nous battre pour avoir la bonne gouvernance. Mais deuxièmement, tout le monde ne doit pas être fonctionnaire. Nous avons besoin d'une classe moyenne d'hommes d'affaires, d'intellectuels qui acceptent de faire des affaires, qui montent des sociétés. On a une banque d'investissement qui leur prête de l'argent. Et ils trouvent des partenaires extérieurs, ils font des jeunes ventures 50-49. Et nous aurons une classe moyenne d'intellectuels, d'hommes d'affaires. Et l'État aura comme rôle de créer les bases pour permettre un bon développement du secteur privé. Mais ça ne peut pas faire seulement avec les commerçants. Il faut que beaucoup de cadres, et je leur dis toujours, si je gagne, toi là, tu ne vas pas être fonctionnaire, il faut aller dans les affaires. Parce que nous avons besoin. Moi, je vais à Ouaga. J'allais à Ouaga quand c'était Burkina, à Haute-Volta, parce que j'étais président de la FERF. Mais je vois aujourd'hui, l'hôtel Silmandé, qui est le nouveau hôtel, a été racheté par un jeune homme d'affaires burkinabé de 40 ans. Je vois des hôtels et tout construits par des gens. C'est ce que je veux pour mon pays. Donc, je ne dis pas que les intellectuels sont le centre de la terre comme ils pensent l'imaginer, mais c'est eux qui doivent permettre au peuple de Guinée d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès à la santé et d'avoir une bonne gouvernance. Malheureusement, comme nous avons toujours été dirigés par des gens qui étaient anti-intellectuels, ils avaient le complexe, les cadres n'ont pas pu avoir leur place. Et j'ai dit à l'étranger que la Guinée sera comme les États-Unis. Les États-Unis ont eu le melting pot, c'est-à-dire des gens venaient d'Allemagne, de France, etc., déjà formés. Nous avons des cadres au Canada, en France, partout. Si vous êtes au Canada, vous travaillez comme un Canadien, sinon on vous met dehors. Vous non. Vous êtes en Allemagne, vous travaillez comme un Allemand, sinon on vous met dehors. Alors, si ces cadres viennent, c'est comme si nous recevons des accents techniques français, allemands, canadiens, etc. Pourquoi j'ai fait mon déplacement dernièrement à New York? Tout simplement pour aller discuter avec George Soros pendant 3 heures, parce que je voulais qu'il me promette de faire pour moi ce qu'il a fait pour la Géorgie. C'est-à-dire, la Géorgie l'a soutenu. Quand la Géorgie est indépendante, il a accepté de prendre en charge les salaires des grands cadres pendant 2 ans, parce que la Géorgie n'avait pas les moyens, afin que ces grands cadres acceptent de venir et de travailler avec leurs frères si on paye un bon salaire aux cadres. Parce que ce que les gens disent, Alpha, vous savez, il va faire l'audit, il va vous mettre tout le monde en prison. Mais entre quelqu'un qui signe un contrat routier mauvais pour avoir 1 milliard en sachant qu'elle est mauvaise, et un caissier qui voit son enfant va mourir, il prend 100 000 francs dans la caisse, il n'y a pas de commune mesure. Parce que si l'État était capable de soigner son enfant, comme je dis, la santé pour tous, jamais il n'aurait pensé. Et si on paye correctement les professeurs, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent chercher dehors? Si on paye correctement les médecins, pourquoi voulez-vous qu'ils vendent? Donc, il y a une différence entre la corruption qui est structurelle. Un ministre qui signe un contrat uniquement à cause des pots de lait qu'il va recevoir, c'est une corruption structurelle et non pas conjoncturelle. Un caissier qui prend 100 000 francs, ce n'est pas du vol, c'est du débrouillardise qu'on appelle partout. Parce que dans d'autres conditions, il ne le ferait pas. Alors vous voyez, donc moi j'appelle les cadres guinéens non seulement à accepter la rigueur dans la gestion, mais accepter que certains d'entre eux deviennent des hommes d'affaires et qu'on ait un tissu social, économique guinéen qui va nous permettre de marcher sur nos 2 jambes. L'État d'un côté, le privé de l'autre. Pour qu'un secteur étatique, il faut mettre fin à la démagogie. Aucun homme d'affaires ne ferait un investissement qui est rentable économiquement, qui n'est pas rentable financièrement. Aucun homme d'affaires n'acceptera de faire un investissement qui est rentable socialement, mais qui n'est pas rentable financièrement. Seul l'État peut le faire. Mais nous sommes arrivés à cette situation absurde où on dit c'est le privé. Le privé ne fait pas, l'État ne fait pas. Moi, si j'ai besoin d'une usine de tomates, il n'y a pas de privé, je fais l'usine. Quand il devient rentable, le privé va qui est rentable, je retrocède le capital au privé. Donc, ma position est très claire. Vous avez fait le séjour aux États-Unis. Vous pensez déjà au lendemain de votre accession à la présidence? On ne gouverne pas un pays dans l'improvisation. Quand vous êtes candidat, vous devez réfléchir à ce que vous allez faire. Moi, je propose au peuple de Guinée un pacte. C'est-à-dire, si je gagne, je ne suis pas omniscient. Je suis un petit professeur. Je ne connais pas le métier de journaliste. Si je gagne... On l'a senti tout à l'heure, on a senti que vous êtes professeur. Hein? On a senti... Non, c'est un petit professeur. Un enseignant. Si je gagne,
Les journalistes, je vais faire un état général avec eux. Bon, journalistes, je ne connais pas votre profession. Comment vous entendez être organisé, travailler? Nous faisons le débat. Et s'il y a un consensus, ça devient un pacte. J'en fais un projet de loi, je le pose au Parlement. J'ai reçu les opérateurs économiques dans le secteur formel. Je leur ai dit, vous êtes industriels. Demain, nous ferons les états généraux. Nous discuterons comment on va gérer la Guinée. Nous nous mettons d'accord, ça devient un pacte et j'en fais un projet de loi, je dépose au Parlement. La même chose pour les commerçants. Parce que pourquoi une femme qui met un enfant au monde tient à la vie de cet enfant? Si vous, les journalistes, nous faisons un des états généraux, on dégage un modus de travail, c'est votre fils. Donc vous faites tout pour l'appliquer. Un pacte, ça veut dire que chacun doit le respecter juridiquement et moralement. C'est pourquoi je propose un pacte. Et c'est la même chose pour les gens qui disent est-ce qu'il faut garder la monnaie ou aller dans l'union monétaire. Moi, je ne conçois pas le programme comme les autres, c'est-à-dire qui est sorti des cerveaux de quelques technocrates qui se prennent pour des bons dieux. On ne peut pas faire le bonheur du peuple à son insu. Nous allons faire un débat national. La monnaie, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de la ménagère, c'est l'affaire du paysan, c'est l'affaire de votre journaliste. Nous allons faire un débat national. Qu'est-ce qui est bien pour la Guinée? Est-ce qu'on garde notre monnaie? Est-ce qu'on va à l'union monétaire? Personnellement, je suis pour une monnaie africaine parce que je me suis battu pour l'Afrique. Je souhaite demain que l'Afrique ait sa monnaie